Colonization. Quand nous pensons aux colonies et aux empires coloniaux, nous pensons au passé, avec les Européens qui partent dans les océans et découvrent une partie supplémentaire du monde qu'ils ne savaient pas exister, s'y installent et la revendiquent comme leur propre, exploitant les personnes et les ressources qui y vivent, puis se battent entre eux pour savoir qui a le droit de garder quelle partie. Cependant, avec le temps, les populations locales ont réalisé « Eh, nous ne voulons plus être gouvernés par ces occupants !» Et les puissances colonisatrices elles-mêmes ont réalisé qu'il était temps de passer à autre chose et d'accorder l'indépendance à ces endroits. Quelques colonies ont obtenu leur indépendance par leurs propres moyens plus tôt, comme Haïti, le Brésil, ou même les États-Unis. Rappelons que pour les États-Unis, quand par exemple, ce n'étaient pas les autochtones d'origine qui chassaient les colonisateurs. C'étaient les colonisateurs, ou leurs descendants, qui voulaient se séparer de la nation dirigeante dont ils étaient originaires. D'autres, et la plupart des anciennes colonies, ont obtenu leur indépendance au XXe siècle. La grande majorité après la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien que certaines aient malheureusement pris plus de temps pour conquérir ou se voir accorder leur indépendance due. Mais qu'en est-il de ceux qui ne l'ont pas fait ? Parce que tous les endroits du monde qui sont devenus une colonie pendant les périodes de colonisation européenne du monde ne sont pas maintenant indépendants, et certains restent sous la domination d'autres nations. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir quels pays ont encore des colonies aujourd'hui, quelles sont ces colonies, et pourquoi ils ont réussi à les garder alors que toutes les autres ont pu se battre pour revendiquer et finalement atteindre leur indépendance. Aujourd'hui, les pays que nous pouvons sans doute dire qu'ils ont encore des colonies sont l'Australie, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Étrangement, 3 de ces 9 étaient eux-mêmes d'anciennes colonies. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Mais les possessions de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande remontent toujours au colonialisme européen. Ils ont simplement hérité de ces domaines, alors qu'ils gagnaient davantage de souveraineté vis-à-vis du Royaume-Uni. Dans le cas des États-Unis, ils remontent au début de l'impérialisme américain, et au désir des États-Unis de s'étendre en dehors de leur territoire continental. Cependant, nous devons nous rappeler que le terme colonie n'est plus vraiment applicable aujourd'hui, et que son sens original ne serait pas valide aujourd'hui. Ce ne sont pas nécessairement des endroits où le pouvoir en place va exploiter les gens et les ressources pour enrichir la métropole. Ce sont simplement des territoires d'outre-mer, qui sont sous le contrôle d'un pouvoir étranger, qui n'est pas celui des autochtones ou des habitants locaux, mais où, à part l'autodétermination, ces personnes ont les mêmes droits que ceux qui vivent dans le pays lui-même, du moins dans la majorité des cas. Les Nations Unies ont une liste de territoires non autonomes, qui sont définis comme des territoires dont les peuples n'ont pas encore atteint une pleine mesure d'autonomie gouvernementale. Ils listent 17 endroits, mais en laissent certains clés de côté, et je ne comprends vraiment pas pourquoi ou quels sont les critères. Quelle est la logique d'inclure les îles Vierges britanniques, mais pas la Guyane française, et le Sahara occidental, mais pas le Groenland? Je suppose que cela dépend de la façon dont vous voulez définir une colonie moderne, mais j'ai toujours pensé qu'il s'agissait plutôt de territoires d'outre-mer que les pays possèdent, qui sont les vestiges de l'époque coloniale, et qui ne sont pas intégrés comme une partie entière de leur pays aujourd'hui. Allons pays par pays. L'Espagne doit être divisée en 2 aspects. Je ne pense pas qu'il soit juste de considérer les îles Canaries comme une colonie. Pour autant que je sache, elles étaient désertes à l'arrivée des Espagnols, et elles sont aujourd'hui complètement intégrées, comme une partie de l'Espagne, de manière similaire à ce qui s'est passé avec Madère ou les Açores pour le Portugal. Et c'est le cas pour de nombreux territoires, que les nations européennes contrôlent encore aujourd'hui à travers le monde, en tant que vestiges de leurs empires coloniaux. Cependant, l'Espagne a d'autres domaines, qui étaient d'anciennes colonies, et qui diffèrent des îles Canaries, les villes de Ceuta, Melilla, et d'autres petites places de souveraineté, essentiellement les vestiges des possessions espagnoles en Afrique du Nord. Le Maroc revendique la souveraineté sur ceux-ci, car ils sont directement adjacents au territoire marocain. Mais l'Espagne maintient son contrôle depuis la fin des années 1600 jusqu'à aujourd'hui, où ils sont gardés par des garnisons militaires et administrés directement par le gouvernement central espagnol. Ici, la question n'est pas vraiment l'indépendance, mais s'ils retourneront un jour sous la règle marocaine. L'Australie a 7 territoires extérieurs. Selon la constitution australienne, le Parlement fédéral a le pouvoir de faire des lois pour tous les territoires, y compris tous les territoires extérieurs, et tous ceux qui sont peuplés sont représentés au Parlement. Les îles Keeling ont voté pour l'intégration en 1984, conjointement avec l'île Christmas, et elles font donc constitutionnellement partie de l'Australie. Et l'indépendance semble hors de question.
L'île Heard et les îles Macdonnell sont inhabitées, mais certains habitants de Norfolk affirment qu'ils ne sont pas australiens. Je pense donc qu'au moins l'un de ces territoires extérieurs peut être considéré comme une colonie et un potentiel nouveau pays, car deux pays océaniques actuels, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru, ont également été administrés par le gouvernement fédéral australien, en tant que territoires extérieurs dans le passé. Alors qui sait si finalement l'île Norfolk ne deviendra pas aussi son propre pays? Le Danemark a le Groenland et les îles Féroé, deux territoires d'outre-mer qui sont autonomes. Je suppose que c'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans cette liste de l'Organisation des Nations Unies et font partie du royaume danois, étant gouvernés par les Danois depuis leur arrivée et l'établissement de colonies. Au Groenland, une population autochtone vivait là avant l'arrivée des Danois, ce qui n'est peut-être pas le cas aux Féroé. Les îles Féroé ont un gouvernement autonome, et le Groenland a une autonomie accrue, ce qui lui donne une voie vers l'indépendance s'ils choisissent de tenir un référendum pour cela, et qu'ils gagnent. Pour autant que je sache, les Féroïens ne veulent pas de l'indépendance. C'est ainsi que le Danemark a réussi à conserver ces deux territoires, du moins jusqu'à présent. Les Pays-Bas ont 6 vestiges de leur empire colonial. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius et Sint-Maarten. Tous faisaient partie des anciennes colonies des Caraïbes néerlandaises, mais les Néerlandais ont conservé le contrôle sur eux-mêmes après la disparition de leur empire colonial. Néanmoins, leur statut diffère au sein de l'État néerlandais. Bonaire, Sint-Eustatius et Saba sont des subdivisions du pays des Pays-Bas lui-même. Comme les provinces européennes, ils sont des municipalités spéciales et votent quand même aux élections européennes, tandis qu'Aruba, Curaçao et Sint-Maarten sont considérés comme des pays séparés au sein du royaume des Pays-Bas. Ils ont leur propre premier ministre et gouvernement. Il semble donc que c'était la façon dont les Hollandais ont réussi à conserver ces anciennes colonies, en les intégrant pleinement comme partie de leur nation ou en leur accordant un haut degré d'autonomie. La France a 11 territoires d'outre-mer habités. La Guyane française, la Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin partagé avec les Hollandais, Saint-Pierre et Miquelon, et Wallis et Futuna. Ils constituent ce qu'on appelle la France d'outre-mer, et leur statut varie beaucoup. Certains sont des départements, d'autres des collectivités, tous semi-autonomes, sauf la Nouvelle-Calédonie, pleinement autonome. Ce sont les vestiges de l'empire colonial français, tous des îles sauf la Guyane française, et leurs revendications antarctiques. Pour autant que je sache, chaque fois que l'un de ces lieux a eu un désir sérieux et un mouvement significatif pour l'indépendance, les Français ont accepté de tenir un référendum. Mais dans le cas de ceux-ci, ils ont toujours perdu, la majorité des habitants préférant rester sous la règle française. La Nouvelle-Zélande a 2 États associés, les îles Cook et Niue, ainsi qu'un territoire dépendant, Tokelau. Oh, ainsi que leurs revendications antarctiques sur la dépendance de Ross. La dépendance de Ross n'a pas d'habitants permanents, tandis que Tokelau, les îles Cook et Niue ont des populations indigènes. Tokelau figure dans cette liste de l'Organisation des Nations Unies des territoires non autonomes. Les îles Cook et Niue sont autonomes en interne, avec la Nouvelle-Zélande qui reprend la responsabilité de la défense et de la plupart des affaires étrangères. Leur situation semble similaire à celle de l'Australie, tant dans son origine d'héritage des domaines britanniques, lors de l'indépendance que dans ce qu'est le statut actuel. Tous sont intégrés à l'État néo-zélandais, avec peut-être l'exception de Tokelau, qui a moins d'autonomie, mais semble également se diriger vers une libre association. La Norvège possède 2 îles arctiques, qui font partie de son territoire national, mais ne sont pas incorporées. Svalbard et Jan Mayen, mais aussi 3 dépendances au pôle sud. L'île Pierre Ier, l'île Bove et la terre de la Reine Maude en Antarctique. La terre de la Reine Maude, l'île Bove et l'île Pierre Ier étant inhabitées, le contrôle y est aisé. Jan Mayen n'a pas non plus de population permanente. Le Svalbard compte un peu moins de 3000 personnes, et seulement 57% sont norvégiens. Mais comme ils font techniquement partie de la Norvège elle-même, il n'y a pas de mouvement pour l'indépendance. Et le considérer comme une colonie est un peu exagéré. Le Royaume-Uni, le plus grand empire du monde à l'époque, conserve encore certaines de ses possessions, et de loin le plus grand nombre sur la liste. Anguilla, les Bermudes, leur territoire antarctique, leur territoire de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland Malouines, Gibraltar en quelque sorte, Montserrat, les îles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan d'Acunha, la Géorgie du Sud, les îles Turques et Caïques, et leur base souveraine à Chypre. Ce sont des vestiges de l'Empire britannique, et ne font pas partie du Royaume-Uni lui-même. Plusieurs d'entre eux n'ont pas de population sédentaire native, parfois à cause de l'expulsion par les Britanniques, et certains sont inhabités. Les autres ont une autonomie locale limitée, mais sont sous domination britannique. Récemment,
Des îles des Caraïbes ont protesté contre cela. Un gouvernement local a même déclaré « Nous avons refusé, nous n'obtempérerons pas aux ordres de l'Angleterre ». Pendant leur empire colonial, ils ont exercé un contrôle si strict sur ces lieux qu'ils ont réussi à les conserver jusqu'à maintenant, transférant une grande partie de l'autonomie locale à eux. 10 des territoires sont répertoriés par le comité spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la décolonisation comme des territoires non autonomes et sont donc considérés comme des cas possibles d'indépendance, ou du moins des cas où une plus grande autonomie locale pourrait être accordée. Et enfin, les États-Unis, qui détiennent également plusieurs territoires d'outre-mer, beaucoup datant de l'époque où l'impérialisme américain a commencé. Samoa américaine, Guam, île Marianne du Nord, Porto Rico et îles Vierges américaines. Tous ces territoires sont non incorporés, mais organisés à l'exception des Samoa américaines. Certains ont été pris par la guerre, notamment en Espagne, et d'autres ont été achetés, comme les îles Vierges au Danemark. Chaque territoire est autonome, comprenant un gouverneur élu localement, et un législateur territorial, et bien qu'ils soient représentés au Congrès, ils n'ont qu'un seul membre sans droit de vote. En plus de ces territoires, les États-Unis contrôlent de petites îles inhabitées dans le Pacifique, comme Baker, Howland, Jarvis, Wake, Navassa, les îles Midway, les atolls Johnston et Palmyra, et le récif Kingman. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces pays spécifiques ont-ils réussi à maintenir le contrôle sur ces territoires spécifiques, alors que tous les autres ont réussi à atteindre l'indépendance et à ne plus être des colonies ? Voici 3 raisons possibles expliquant pourquoi les locaux ne voulaient pas l'indépendance. Premièrement, ils ne souhaitaient tout simplement pas être indépendants. Certains de ces territoires ont organisé des référendums pour l'indépendance, qui m'ont échoué, les habitants préférant rester gouvernés par la France ou le Royaume-Uni, malgré la distance. La Nouvelle-Calédonie, territoire français, a encore voté en 2020 sur son indépendance. Le non l'a emporté avec 53% des voix. Deuxièmement, les zones sont inhabitées, sans revendication d'indépendance, ou l'étaient lors de leur découverte, faisant des habitants actuels des natifs de la puissance régnante. Et troisièmement, même si les zones veulent l'indépendance ou l'intégration, l'État contrôleur a réussi à supprimer l'une ou l'autre de ces revendications. Par exemple, Porto Rico souhaite depuis longtemps être reconnu comme un État officiel des États-Unis plutôt que d'être indépendant, mais il n'a pas encore pu le faire car les États-Unis ne lui accordent pas la reconnaissance. Nous devons ensuite également prendre en compte d'autres formes de colonisation, qui sont plus des annexions que tout le reste. Par exemple avec le Tibet, ou le Sahara occidental, ou certaines incursions russes en Europe de l'Est ou dans la région du Caucase. Mais ceux-ci sont différents car ils sont directement adjacents au territoire d'origine de ceux qui cherchent à les gouverner et ne résultent pas d'un ancien empire colonial, qui était le point de cette vidéo, pour découvrir quels pays ont encore des parties de leur empire colonial aujourd'hui. Les revendications coloniales en Antarctique sont un autre sujet. Elles sont toutes gelées par le traité sur l'Antarctique. Cependant, si ou quand cela expire, cela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle ère de tentatives de colonisation de ce continent gelé pour ses ressources potentielles et son importance stratégique. Êtes-vous d'accord avec le fait que ces lieux sont toujours sous le contrôle de ces pays, ou aimeriez-vous les voir atteindre l'autonomie gouvernementale ou l'indépendance ? Beaucoup d'entre eux semblent être sur la voie pour y parvenir, ayant déjà une sorte de souveraineté locale et se dirigeant vers la création de leur propre pays indépendant. Le Groenland illustre cela. D'autres semblent satisfaits de leur situation, refusant l'indépendance à chaque proposition. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires, ainsi que toute correction ou information supplémentaire que vous pourriez avoir sur ces colonies modernes ou d'autres. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de connaissances générales.